Je m'appelle Sarah Mitchell, j'ai 32 ans. Il y a 3 mois, j'ai été transportée aux urgences pour ce qui s'est avéré être une maladie cardiaque grave nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Ma fille Emma, âgée de 2 ans, avait besoin de quelqu'un pour la surveiller pendant que je passais sous le bistouri. J'ai appelé mes parents depuis l'ambulance, la voix tremblante, la poitrine comme écrasée dans un étau. Maman, il faut que tu viennes chercher Emma. Ils disent que j'ai besoin d'une opération cardiaque d'urgence. J'ai peur. Il y a eu une pause. Puis la voix de ma mère s'est fait entendre, froide et agacée. Sarah, tu es toujours aussi dramatique à propos de tout. C'est probablement de l'anxiété. Tu sais comment tu es. Maman, je suis dans une ambulance. L'ambulancier me dit littéralement que mon rythme cardiaque est dangereusement irrégulier. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu surveilles Emma pendant quelques heures. Nous ne pouvons pas, dit-elle catégoriquement. Ton père et moi avons des projets pour ce soir. Nous emmenons ton frère voir Drake. Nous avons ses billets depuis des mois. Tu sais à quel point ils ont été difficiles à obtenir. Je n'arrivais plus à respirer et ce n'était pas seulement à cause de mes problèmes cardiaques. Maman, je pourrais mourir. Ta petite fille a aussi besoin de quelqu'un. Arrête d'être si mélodramatique. Appelle une de tes amies. Nous n'allons pas annuler nos projets parce que tu as décidé de faire une crise de panique. La ligne s'est éteinte. J'étais assise à l'arrière de l'ambulance, les moniteurs bipaient autour de moi, un secouriste me demandait si j'allais bien, et j'ai réalisé une chose qui aurait dû être évidente il y a des années. J'étais complètement seule. Les 2 personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement venaient de préférer un concert à la vie de leur fille. Depuis mon brancard dans la salle d'urgence. Avec les infirmières qui s'empressaient autour de moi et les médecins qui hurlaient des termes médicaux que je ne comprenais pas, j'ai passé 2 appels. Le premier était destiné à Elite Care Service, une agence professionnelle de garde d'enfants que j'avais recherchée il y a plusieurs mois mais dont je n'avais jamais pensé avoir besoin. En moins de 20 minutes, une nounou de formation en soins intensifs néonatal nommée Patricia est arrivée aux urgences pour ramener Emma à la maison. J'ai ensuite appelé ma banque. J'ai transféré $3 800 de mon compte sur un compte d'épargne séparé. C'est la somme que je déposais sur le compte de mes parents tous les mois depuis 8 ans. Ils pensaient que cette somme provenait des revenus d'investissement de mon frère. Ils ne se doutaient pas qu'il s'agissait de moi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque mes parents l'ont découvert, il faut que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Si vous appréciez cette histoire, j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur le bouton « J'aime ». Mais seulement si vous y trouvez vraiment de la valeur. Permettez-moi de vous rappeler où tout a commencé. En grandissant, j'ai toujours été l'autre. Mon frère Marcus avait 3 ans de plus, et dès qu'il a su marcher, il a été destiné à la grandeur, du moins selon mes parents. C'était la star du football, le roi du bal, l'enfant qui ne pouvait pas se tromper. J'étais celui qui aimait les livres et passait trop de temps à dessiner dans des cahiers. Lorsque Marcus a obtenu un AB en chimie, papa lui a engagé un tuteur privé et lui a dit qu'il croyait en lui. Quand je ramenais des A à la maison, maman jetait un coup d'œil à mon bulletin et disait « Eh bien, c'est ce que nous attendons. » Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Marcus a abandonné l'université au bout de 2 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui signifiait en fait passer d'une idée d'entreprise ratée à une autre. Mes parents ont financé chaque projet. Ils lui ont acheté un appartement à l'âge de 23 ans. Ils ont co-signé une BMW qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. Lorsque ces entreprises se sont inévitablement effondrées, ils ont couvert ces dettes sans poser de questions. Pendant ce temps, j'ai suivi les cours de l'école d'infirmière en cumulant 3 emplois. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché un poste à l'hôpital général du comté et j'ai acheté une petite maison dans un quartier modeste. Mes parents sont venus à ma remise de diplôme, mais sont partis plus tôt que prévu parce que Marcus avait une réunion avec des investisseurs, qui s'est avéré être un verre avec des amis. Lorsque je suis tombée enceinte d'Emma à 29 ans, après la mort de mon mari dans un accident de chantier, la réaction de mes parents a été généralement décevante. Ma mère m'a dit, « Eh bien, cela va rendre les choses plus difficiles pour toi. » Pas de proposition d'aide. Pas d'excitation à l'idée d'avoir leur premier petit enfant. Ils étaient simplement déçus que je me sois compliqué la vie. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais su, c'est que je les soutenais financièrement depuis près de 10 ans. Cela a commencé quand j'avais 24 ans.
Je venais de décrocher mon premier vrai emploi d'infirmière avec un salaire décent. Mes parents m'ont appelé un soir, ce qui était inhabituel. Ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Saro, il faut qu'on te parle de quelque chose de grave, dit mon père. Nous sommes en retard sur le loyer. 3 mois de retard. Nous risquons d'être expulsés. J'étais choquée. Comment est-ce possible? Vous travaillez tous les deux. Les heures de travail de ta mère ont été réduites. J'ai eu des problèmes de dos et j'ai manqué des gardes. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour rattraper le temps perdu. De combien avez-vous besoin? Environ $4 000 pour être à jour et couvrir le mois prochain. J'avais $6 000 sur mon compte d'épargne. De l'argent que j'avais soigneusement mis de côté. Mais il s'agissait de mes parents. Ils avaient besoin d'aide. Je peux vous aider, ai-je dit. Merci, ma chérie. Nous vous rembourserons dès que nous serons sur pied. Ils ne m'ont jamais remboursé. Mais un mois plus tard, ils ont rappelé. Puis le mois suivant. Et le suivant. C'est devenu une habitude. Ils avaient besoin de 8 cents ici, de 1200 $ là. Toujours de manière temporaire. Toujours jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Après 6 mois de paiements irréguliers. J'ai fait quelque chose dont ils n'avaient jamais entendu parler. J'ai appelé directement leur propriétaire et j'ai mis en place un système de paiement automatique. Chaque mois, $3 800 passaient directement de mon compte à leur loyer et à leur charge. Ils pensaient que Marcus les couvrait grâce à un compte d'investissement qu'il avait ouvert pour eux. Il était plus qu'heureux de s'en attribuer le mérite. Ton frère a tellement bien réussi, disait maman. Il s'occupe si bien de nous. Je ne l'ai jamais corrigé. Je me disais qu'il suffisait qu'on s'occupe d'eux. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Je me contentais d'être une bonne fille. Mais en 8 ans, tout cela s'est accumulé. $3 800 par mois pendant 96 mois. Cela fait $364 800. Plus d'un tiers $1 million que j'avais discrètement transmis à mes parents. Alors qu'ils louaient Marcus pour sa générosité et me traitaient comme un élément secondaire. À la naissance d'Emma, je les ai appelés pour le leur dire. C'est gentil, ma chérie, a dit maman. Je ne peux pas parler longtemps. Nous allons dîner chez Marcus. Il fait griller des steaks. Ils n'ont pas visité l'hôpital. Ils n'ont pas apporté de cadeaux. Ils n'ont pas proposé leur aide. Quand Emma avait 3 mois et que je me noyais dans l'épuisement et le chagrin de mon mari, ils sont venus une fois. Maman a pris Emma dans ses bras pendant 5 minutes avant de la rendre. Elle est capricieuse, a-t-elle dit, comme si c'était de ma faute. Ils sont partis au bout de 20 minutes parce qu'ils avaient des billets de théâtre avec Marcus. Pendant 2 ans, telle a été ma réalité. Travailler à plein temps comme infirmière aux urgences, élever Emma seule. Payer le loyer de mes parents pendant qu'ils prodiguaient leur attention à Marcus et ignoraient leur petite fille. Je me disais que tout allait bien. Je n'avais pas besoin de Emma et moi nous débrouillions très bien toutes seules. Puis mon cœur a commencé à lâcher. Cela a commencé 3 semaines avant l'urgence. J'étais au travail, en plein milieu d'une garde, quand j'ai senti mon cœur s'emballer. Pas les palpitations que l'on ressent quand on est nerveux. Il s'agissait d'une véritable sensation physique, mon cœur s'arrêtant un instant, puis s'emballant pour le rattraper. Je l'ai ignoré. Les infirmières sont de terribles patientes. Nous pensons toujours que nous savons mieux que quiconque qu'il ne faut pas s'inquiéter des symptômes. Mais cela continuait à se produire 2, 3, 4 fois par poste. Puis cela a commencé à se produire à la maison. Je jouais avec Emma, je lui lisais une histoire pour s'endormir. Et soudain mon cœur se mettait à bégayer. Je devais m'asseoir et attendre que la sensation passe. J'ai finalement consulté le docteur Chin, un cardiologue de mon hôpital. Il m'a fait passer des examens. Un électrocardiogramme. Un test d'effort. Un échocardiogramme. Son visage devenait de plus en plus sérieux à chaque résultat. Sarah, vous souffrez d'une maladie appelée tachycardie ventriculaire. Le système électrique de votre cœur fonctionne mal. Sans traitement, cela pourrait conduire à un arrêt cardiaque soudain. La pièce semble basculer. Quel genre de traitement? Nous devons procéder à une ablation par cathéter. Nous passerons par votre artère fémorale, trouverons la zone qui a dératé et l'ablatterons.
Il s'agit essentiellement de créer une petite cicatrice qui arrête la voie électrique anormale. Est-ce dangereux? Toutes les interventions cardiaques comportent des risques. Mais sans cela, vous êtes exposé à un risque sérieux de mort subite. Nous devons le programmer rapidement. Je l'ai programmé pour 3 semaines. Je ne l'ai pas dit à mes parents, car je ne voulais pas entendre ma mère me dire que je réagissais de manière excessive. J'avais prévu de demander à mon amie Jennifer de garder Emma pendant l'opération. Mais 2 jours avant l'opération, tout s'est accéléré. Je donnais le dîner à Emma. Des macaronis au fromage, son plat préféré. Mon cœur ne s'est pas contenté de s'emballer. Il s'est arrêté. J'ai senti une douleur écrasante dans ma poitrine qui irradiait mon bras gauche. Et la pièce a tourné. Je ne pouvais plus respirer. Emma m'a regardé avec ses grands yeux bruns. Maman va bien, j'ai réussi à composer le 911 avant de m'effondrer. La dernière chose dont je me souvienne avant l'arrivée des ambulanciers, c'est la petite main d'Emma qui me tapotait le visage en disant « Maman, réveille-toi » dans l'ambulance. On m'a dit que j'avais fait une tachycardie ventriculaire soutenue. Mon rythme cardiaque était supérieur à 200 battements par minute. Ils ont dû m'administrer un cardiovert, c'est-à-dire un choc pour que mon cœur retrouve son rythme. Je devais être opéré d'urgence. Ce soir. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mes parents. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient des billets pour Drake. Patricia, la nounou d'Elite Care, a été une bénédiction. Elle avait la cinquantaine, 20 ans d'expérience en soins intensifs néonatal et la compétence calme de quelqu'un qui a tout vu. Elle est arrivée aux urgences en moins de 30 minutes, a évalué la situation immédiatement et a pris Emma dans ses bras. Maman doit aller aider les médecins, dit-elle à Emma d'une voix apaisante. Toi et moi, nous allons passer une bonne nuit chez toi. Nous lirons des histoires et prendrons des collations et quand tu te réveilleras, maman t'appellera. Est-ce que ça te convient? Emma, qui avait l'habitude de se méfier des étrangers, acquiesça et prit la main de Patricia. Il y a quelque chose chez cette femme qui respire la sécurité. Merci, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Chérie, concentre-toi sur ta guérison. Ta petite fille ira bien. Je m'en occupe. Et la dernière chose à laquelle j'ai pensé avant l'anesthésie a été, mes parents sont à un concert en ce moment. Ils chantent Drake pendant que leur fille subit une opération à cœur ouvert. L'intervention a duré 4 heures. Le docteur Chin m'a dit plus tard que l'opération était plus compliquée que prévu. Ils avaient trouvé plusieurs voies anormales et devaient procéder à une ablation approfondie. À un moment donné, vers la 3e heure, mon cœur s'est complètement arrêté et ils ont dû le faire redémarrer. J'aurais pu mourir. Lorsque je me suis réveillée à l'unité de soins intensifs de cardiologie, la première chose que j'ai faite a été de demander des nouvelles d'Emma. L'infirmière, Diane, que je connaissais a souri et m'a montré son téléphone. Patricia avait envoyé des nouvelles toutes les heures. Des photos d'Emma dormant paisiblement, des émojis de pouces levés, des messages rassurants. Vous avez une bonne équipe qui s'occupe de votre petite fille, a dit Diane. Oui, j'ai répondu doucement. C'est vrai. Mes parents n'étaient pas là. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le soient. Mais une petite partie de moi avait espéré que peut-être, juste peut-être, ils se rendraient compte de la gravité de la situation et se montreraient. Ils ne sont pas venus. Je suis restée aux soins intensifs pendant 2 jours, puis j'ai été transférée dans un service de cardiologie normale pendant 3 autres jours. Patricia est restée avec Emma pendant tout ce temps, refusant de partir tant que je n'étais pas rentrée chez moi et que mon état n'était pas stable. J'ai essayé de la payer le double de son tarif. Elle a refusé. Certaines choses sont plus importantes que l'argent, a-t-elle déclaré. Cette petite fille avait besoin de quelqu'un qui soit pleinement présent. Je suis heureuse d'avoir pu être cette personne. Pendant ces 5 jours à l'hôpital, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de mes parents. Pas de texto me demandant comment s'était déroulée cette dramatique crise de panique. Rien. Mais le 3e jour, quelque chose d'intéressant s'est produit. Mon père a appelé pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se plaindre. Sarah, il y a un problème avec le paiement du loyer. Le propriétaire a appelé et a dit qu'il n'avait pas été payé ce mois-ci. Peux-tu vérifier avec Marcus? Il s'occupe de tout ça mais je n'arrive pas à le joindre.
J'étais toujours reliée à un moniteur cardiaque, je me remettais encore d'une opération qui m'avait sauvé la vie, et mon père m'appelait pour se plaindre du loyer. Je ne sais rien de tout cela, papa et virgule. Ai-je dit d'une voix plate. Tu devras t'en occuper toi-même. Tu peux au moins appeler Marcus pour nous? Tu sais qu'il ne répond pas au téléphone. Non, papa. Je ne peux pas. Je suis à l'hôpital. Oh, encore? Je croyais que ça ne durait qu'1 jour. Pourquoi es-tu à l'hôpital? La question m'a fait l'effet d'un coup de massue. Il ne le savait même pas. Il avait oublié, ou plus probablement n'avait jamais pensé, que j'avais dit à maman que j'avais besoin d'une opération cardiaque d'urgence. J'ai subi une opération à cœur ouvert, papa, pour soigner le problème cardiaque qui a failli me tuer. Celui dont j'ai parlé à maman avant que tu n'ailles à ton concert. Il y a eu une longue pause. Il y a eu une longue pause. Eh bien, tu as l'air d'aller bien maintenant. Alors, pour le loyer, je lui ai raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de mon père. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'en avais fini. Je suis rentrée chez moi le 6e jour. Patricia m'a aidé à m'installer, s'est assurée qu'Emma et moi avions tout ce dont nous avions besoin, et n'est partie que lorsque je l'ai littéralement poussée vers la porte avec un chèque pour une semaine de soins. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, m'a-t-elle dit. Et je dis bien n'importe quoi. Je t'ai donné mon numéro de portable personnel pour une raison précise. Emma était ravie de m'avoir à la maison, mais elle était aussi remarquablement bien adaptée compte tenu des circonstances. Patricia avait été aussi bonne que cela. Nous avons passé le premier jour à nous câliner sur le canapé en regardant des films de Disney et en mangeant des glaces à midi. Mes parents n'avaient toujours pas appelé. Le 7e jour, j'étais assis à la table de ma cuisine, avec mon ordinateur portable. Et je passais en revue mes finances. Mon cardiologue m'avait recommandé de prendre au moins 6 semaines de congé pour me rétablir complètement. Entre l'invalidité de courte durée et mes économies, je m'en sortirais, mais seulement si j'arrêtais le prélèvement mensuel de $3,800. J'ai fait apparaître le paiement automatique au propriétaire de mes parents. Mon doigt est resté un long moment sur le bouton d'annulation. 8 ans de paiement. Près de $365,000. Tous effectués discrètement, sans reconnaissance, par un sens erroné du devoir filial. Et quand j'avais eu le plus besoin d'eux, ils avaient choisi Drake. J'ai cliqué sur Annuler. Puis j'ai rédigé un courriel à l'intention de mes parents. Maman et papa. À partir d'aujourd'hui, je cesse de payer le loyer et les charges que j'ai versées en votre nom au cours des 8 dernières années. Le virement automatique de $3,800 par mois est maintenant annulé. Ce message vous laisse peut-être perplexe. Car vous pensiez que Marcus prenait en charge ses dépenses. Ce n'était pas le cas. C'était toujours moi. Pendant 96 mois consécutifs, j'ai payé votre loyer tout en travaillant à temps plein, en m'inscrivant à l'école d'infirmière et en élevant seule ma fille après le décès de mon mari. Lors de ma récente opération cardiaque d'urgence, une opération nécessaire pour me sauver la vie, je t'ai appelé pour que tu m'aides avec Emma. Tu as refusé parce que tu avais des billets de concert. Tu n'as pas appelé pour prendre de mes nouvelles après l'opération. Tu ne m'as pas demandé si l'opération s'était bien passée. Tu n'as pas demandé des nouvelles de ta petite fille. Le seul appel que j'ai reçu, c'est celui de papa qui m'a demandé de poursuivre Marcus à propos d'un paiement de loyer qui n'avait pas été effectué. Ce paiement n'a pas été effectué parce que j'étais aux soins intensifs. Me remettant d'une intervention au cours de laquelle mon cœur s'est arrêté et a dû être redémarré. J'ai payé $364,800 pour vous soutenir au fil des ans. Je l'ai fait discrètement parce que je t'aimais et que je voulais t'aider. Mais j'en ai assez d'être invisible pendant que Marcus reçoit tous les honneurs et toute l'attention. À l'avenir, tu devras te débrouiller seul. Je vous souhaite le meilleur. 3 fois. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Pour la première fois en 8 ans, je me suis sentie légère. Ils ont reçu l'email à 16h37, un mardi. Je le sais parce que c'est à ce moment-là que les appels ont commencé. Le premier appel est venu de ma mère à 16h41. Je l'ai laissé sur la boîte vocale. Sarah, c'est quoi cet email? Qu'est-ce que tu racontes? Appelle-moi immédiatement. Deuxième appel à 16h43. Encore une fois, la boîte vocale. Sarah, c'est ridicule. Si tu as quelque chose à dire, tu me le dis en face. Pas dans un email passif-agressif.
Rappelle-moi, troisième appel, 16h47. Sarah Mitchell, décroche ce téléphone tout de suite. Il faut qu'on parle de ça. De l'accusation que vous portez. À 18h, j'avais 17 appels manqués. J'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger et je me suis concentrée sur la préparation du dîner d'Emma. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 43 appels manqués et 29 SMS. Je les ai parcourus en buvant mon café, Emma jouant avec ses blocs sur le sol du salon. Les messages suivaient un schéma prévisible. Premier refus. Tu es manifestement confuse à propos de quelque chose. Marcus s'occupe de nos finances, pas toi. Puis la colère. Comment oses-tu inventer des mensonges pour nous soutenir? Nous n'avons jamais pris un centime de vous. Même si vous nous avez aidés de temps en temps, la famille aide la famille. C'est ce que vous êtes censé faire. Ensuite, c'est la culpabilisation. Après tout ce que nous avons fait pour vous. C'est comme ça que vous nous remerciez? En nous abandonnant. Et enfin la panique. Monsieur, s'il vous plaît. Le propriétaire réclame le loyer. Nous n'avons pas les moyens de nous débrouiller seuls. S'il vous plaît, donnez-nous le temps de nous en sortir. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Le troisième jour après l'envoi de l'email, mon frère a finalement appelé. Il avait été mis en copie de l'email, mais il avait apparemment besoin de 2 jours pour le traiter. Cette fois, j'ai répondu, Sarah, qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de paniquer. Bonjour, Marcus. Comment s'est passé le concert de Drake? Quoi? Le concert était bien. Écoute, maman dit que tu prétends que tu as payé leur loyer pendant 8 ans. C'est insensé. J'ai ouvert ce compte d'investissement pour eux. Non. Tu ne l'as pas fait. Tu leur as dit que tu l'avais fait. Mais les paiements réels provenaient de mon compte courant. J'ai 8 ans de relevé bancaire pour le prouver. Il y a eu un non-silence. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce qu'ils avaient besoin d'aide et que je suis leur fille. La meilleure question est de savoir pourquoi vous les avez laissés croire que c'était vous. Parce que je veux dire que ça les a rendus heureux. Ils étaient fiers de moi. Et cela valait plus pour vous que la vérité? Sarah, tu ne comprends pas. J'ai connu beaucoup d'échecs. Beaucoup de déceptions. Ils avaient besoin de croire que je réussissais quelque chose. Ça ne faisait de mal à personne. C'est moi qui en souffrais. Marcus. J'ai souffert à chaque fois qu'ils t'ont félicité pour ta générosité tout en ignorant tout ce que j'ai fait. J'ai souffert quand j'ai eu besoin d'aide avec Emma et qu'ils étaient trop occupés à célébrer ton dernier projet. Ça m'a vraiment fait mal quand j'ai dû subir une opération cardiaque d'urgence et qu'ils ne pouvaient pas s'en préoccuper parce qu'ils avaient des billets de concert avec toi. Je ne savais pas pour l'opération. Parce qu'aucun d'entre vous ne m'a jamais demandé comment j'allais. C'est quand la dernière fois que vous m'avez appelé pour parler? Quand est-ce que l'un d'entre vous a demandé pour la dernière fois des nouvelles d'Emma? Vous ne savez rien de ma vie parce que vous n'avez jamais cherché à savoir. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler d'équité? J'ai donné à nos parents 364 800 $ alors que tu leur as fait des promesses vides et que tu t'es attribué mon argent. Je ne pense pas que tu puisses me faire la leçon sur l'équité. J'ai raccroché avant qu'ils ne puissent répondre. Les appels se sont intensifiés. Au 5e jour, je recevais 60 à 70 appels par jour de différents numéros. Mes parents, Marcus, ma tante Linda, mon oncle Frank. Tous les membres de la famille sont intervenus. Les messages allaient de l'accusation à la supplication, en passant par l'hostilité pure et simple. Mon message préféré était celui de ma tante Linda. Ta mère est dévastée. Comment peux-tu être aussi cruel avec les gens qui t'ont élevé? J'ai répondu, les gens qui m'ont élevé m'ont appris à être indépendante et à me suffire à moi-même. Je ne fais que suivre leurs conseils. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après avoir envoyé ce courriel. J'ai eu un rendez-vous de suivi avec le docteur Chin. Emma est venue avec moi. Comme je n'étais toujours pas autorisée à conduire, Patricia nous a conduites à l'hôpital. Nous étions dans la salle d'attente lorsque mes parents sont entrés. J'ai d'abord vu ma mère. Elle avait l'air plus âgée, plus fatiguée. Mon père était derrière elle. Son visage avait cette expression sévère qu'il arborait lorsqu'il s'apprêtait à donner une conférence. Ils m'ont tout de suite repéré. Sarah, il faut qu'on parle, dit maman en s'approchant.
Tu ne peux pas nous ignorer indéfiniment. Emma s'est recroquevillée contre moi. Elle ne les reconnaissait pas. Il l'avait vu si rarement qu'il lui était pratiquement étranger. Pas ici, dis-je à voix basse. J'ai un rendez-vous. Cela fait 2 semaines que nous essayons de vous joindre. 2 semaines, Sarah. Sais-tu ce que tu nous as fait endurer? Je sais exactement ce que je vous ai fait endurer. La même chose que vous m'avez fait subir quand j'étais en chirurgie d'urgence et que vous avez préféré Drake à votre fille. On ne savait pas que c'était grave. Je vous ai dit que j'étais dans une ambulance. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une opération du cœur. Qu'est-ce qui n'a pas l'air sérieux dans tout ça? Mon père prend enfin la parole. Tu as toujours exagéré les choses, Sarah. Chaque petite douleur est une crise pour toi. Nous pensions que tu étais en train de dramatiser. J'ai failli mourir, ai-je dit, la voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté pendant l'opération. Ils ont dû le redémarrer. J'aurais pu laisser Emma orpheline. Et tu n'as même pas appelé pour prendre de mes nouvelles après l'opération. Nous allions le faire aussi, dit faiblement maman. Nous avons été occupés. Trop occupés pendant 2 semaines. Tu as trouvé le temps de m'appeler 70 fois hier à propos de l'argent du loyer? Mais tu n'as pas trouvé le temps de me demander si ta fille avait survécu à l'opération. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte. Sarah Mitchell, le docteur Chin est prêt à vous recevoir. Je me suis levée et j'ai pris la main d'Emma. Je dois y aller. Nous n'avons pas fini d'en parler, dit papa. Si, on a fini. On a fini de parler de tout. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a attrapé le bras. Monsieur, s'il vous plaît. Nous allons perdre notre appartement. Nous ne pouvons pas nous le permettre sans votre aide. Donnez-nous juste quelques mois de plus pour régler les choses. Vous avez eu 8 ans pour vous en sortir. J'en ai assez de subventionner ta vie pendant que tu me traites comme si je n'existais pas. Mais où allons-nous aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, maman. Peut-être que Marcus peut nous aider. C'est lui qui a réussi, non? Celui qui s'occupe si bien de toi. J'ai dégagé mon bras et j'ai suivi l'infirmière dans le couloir. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de ma mère s'élever et appeler mon nom. Je ne me suis pas retournée. Et la salle d'examen du docteur Chen était calme et silencieuse. Il a vérifié mes incisions, examiné les résultats de mes tests et a souri. Vous guérissez très bien. Votre rythme cardiaque est parfait. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. J'ai exclu les personnes toxiques de ma vie, ai-je dit. Il s'avère que c'est bon pour la santé cardiaque. Il a ri. C'est le meilleur remède qui soit. Quand nous avons terminé, Patricia attendait dans le hall avec Emma. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec elle. Le docteur Morrison, le médecin des urgences qui était de garde la nuit de mon arrivée. Sarah, dit-il chaleureusement, c'est bon de vous voir debout et de marcher. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Merci. Vous m'avez sauvé la vie cette nuit-là. Nous avons tous fait notre travail. Mais écoutez, je voulais vous parler de quelque chose. J'étais dans la salle d'attente et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec ces gens. Ce sont tes parents? J'ai eu un haut-le-cœur. Oui. Je suis désolée s'ils ont fait une scène. Non, non. Rien de tout cela. Mais il hésite. Sarah, je dois te dire quelque chose. La nuit où tu es arrivée, quand tu étais en VTAC, je t'ai demandé qui était ton contact en cas d'urgence. Tu as répondu tes parents. Je les ai appelés pendant que tu étais en chirurgie. Le monde a basculé. Tu as fait quoi? J'ai appelé le numéro que tu m'as donné. Ta mère a répondu. Je me suis présenté comme un médecin des urgences du County General et je lui ai dit que tu étais dans un état critique, que tu subissais une opération cardiaque d'urgence et qu'elle devait venir à l'hôpital immédiatement. Qu'a-t-elle dit? L'expression du docteur Morrison était sombre. Elle m'a demandé si vous alliez mourir dans les 2 prochaines heures. J'ai répondu que je ne savais pas, mais que votre état était grave et instable. Elle a dit, et je cite, si elle est encore en vie dans 2 heures, je penserai à passer demain. Nous avons des projets pour ce soir. Elle a raccroché. La pièce a tourné.
Je me suis assis sur un banc dans le couloir. J'ai consigné l'appel dans votre dossier, poursuit le docteur Morrison. Je suis médecin depuis 23 ans et je n'ai jamais, pas une seule fois, vu un membre de ma famille réagir de la sorte à une urgence vitale. Je voulais que vous le sachiez parce que je les ai entendus dans la salle d'attente dire qu'ils ne savaient pas que c'était grave. Ils le savaient, Sarah. Ils savaient absolument et ils ont choisi de ne pas venir. La main de Patricia était sur mon épaule et me soutenait. Emma était dans ses bras, jouant avec son collier, inconsciente. Pourquoi me dis-tu cela? J'ai chuchoté. Parce que tu avais l'air d'hésiter. Comme si tu remettais en question ta décision de leur couper les vivres. Et je voulais que tu saches que ta décision était la bonne. Les parents qui réagissent ainsi à l'urgence médicale de leur enfant. Il a secoué la tête. Vous méritez mieux. Cette petite fille mérite mieux. Merci, j'ai réussi. Merci de me l'avoir dit. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Je suis resté là un long moment à réfléchir. Il savait. Depuis le début, ils savaient que c'était grave et ils étaient allés au concert malgré tout. Et maintenant, ils étaient dans cette salle d'attente à réécrire l'histoire, à prétendre qu'ils avaient été victimes de ma mauvaise communication. Patricia s'est assise à côté de moi. Ça va, chérie? Oui, dis-je lentement. Oui, je crois que ça va. Nous nous sommes levés pour partir, en direction de la sortie. Lorsque nous sommes passés devant la salle d'attente, mes parents étaient toujours là. En train de parler à la réceptionniste, probablement pour savoir quand aurait lieu mon prochain rendez-vous. Mon père m'a vu et a commencé à se lever. J'ai croisé son regard et j'ai secoué la tête une fois. Il s'est figé. Puis le docteur Morrison est entré dans la salle d'attente. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'ai vu le visage de mon père devenir pâle. Absolument blanc. Ses mains se sont mises à trembler. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Le docteur Morrison lisait un tableau. Je me suis rendu compte que c'était mon dossier. Il leur disait exactement ce qu'il m'avait dit. Sur l'appel téléphonique. De la réponse de ma mère. De la documentation. Je ne suis pas resté pour voir le reste. Patricia, Emma et moi sommes sortis de l'entrée principale sous le soleil de l'après-midi. Où allons-nous maintenant? A demandé Patricia. J'ai regardé Emma, qui me souriait en me tendant la main. À la maison, ai-je dit. Nous rentrons à la maison. Les appels se sont poursuivis pendant 6 semaines, mais à une fréquence décroissante. Au début, c'était 80, 90 fois par jour, à partir de différents numéros. Puis 50. Puis 20. Finalement, il n'y avait plus rien. J'ai appris par ma tante Linda que mes parents avaient dû quitter leur appartement. Ils vivent maintenant avec Marcus dans son appartement d'une chambre. Apparemment, l'arrangement ne se passe pas bien. Les revenus d'investissement de Marcus n'existent pas réellement et il ne peut donc pas les aider. Ils font une demande de logement pour personnes âgées et d'aide gouvernementale. Je ne ressens rien à ce sujet. De la satisfaction, pas de la culpabilité, rien. Ils ont fait leur choix. J'ai repris le travail, à temps partiel. Le temps de terminer ma convalescence. L'hôpital m'a incroyablement soutenu et mes collègues sont devenus ma vraie famille. Ils ont organisé une fête pour le 3e anniversaire d'Emma le mois dernier. 40 personnes sont venues, toutes avec des cadeaux et de l'amour pour une petite fille qu'elle connaissait à peine, parce qu'elle se soucie de moi. Patricia garde encore Emma 2 fois par semaine. Elle est devenue comme une grand-mère pour eux. Elle est et la grand-mère qu'Emma aurait dû avoir mais qu'elle n'a pas eu. Elle lui fait la lecture, prépare des biscuits avec elle et lui raconte des histoires sur l'époque où elle était infirmière. Emma l'adore. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas un courriel, une vraie lettre écrite à la main. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité a pris le dessus. Chère Sarah. Cela fait 3 mois que je réfléchis à ce que je vais te dire. Ton père dit qu'il faut oublier et aller de l'avant. Marcus dit que tu finiras par changer d'avis. Mais je sais que c'est mieux. Je sais ce que nous avons fait. Je sais que nous avons fait le mauvais choix. Cette nuit-là, quand le médecin a appelé, je me suis dit que tu irais bien. Tu vas toujours bien. Tu es forte et capable et tu n'as pas vraiment besoin de nous. C'est ce que je me suis dit. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère. En colère parce que tu interrompais nos projets. En colère parce que tu semblais toujours avoir besoin de quelque chose.
En colère parce que tu n'étais pas Marcus. Le Marcus facile. Charmant et prospère qui ne demandait jamais rien. Je n'ai compris que bien plus tard que tu ne demandais jamais rien parce que nous t'avions appris qu'il était inutile de demander. Le médecin nous a dit ce que j'ai dit au téléphone. Il nous a dit que ton cœur s'était arrêté pendant l'opération. Il nous a dit que tu aurais pu mourir et que nous n'étions pas là. Ton père n'est plus le même depuis. Il ne le dit pas, mais je sais qu'il y pense. Et si tu étais morte, et si Emma avait grandi sans mère parce que nous voulions voir un concert? Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière et faire des choix différents. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je suis désolée et que je sais que ce n'est pas suffisant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu nous laisses revenir dans ta vie. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous t'avons fait et j'ai honte. J'aime maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai rangé dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je ressentirai quelque chose en la lisant. Peut-être qu'un jour, les excuses auront de l'importance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai une vie à vivre et une fille à élever. Je fais les 200 les personnes qui m'ont appris que je ne valais pas la peine de me montrer. Emma court dans la cuisine, ses petits pieds patinent sur le carrelage. Emma. On peut aller au parc? Absolument, dis-je en la prenant dans mes bras. Allons-y. Alors que nous marchons vers le parc, la main d'Emma dans la mienne. Je pense à ce que j'ai appris. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui se manifestent quand on a besoin d'eux. C'est Patricia qui a tout laissé tomber pour s'occuper de l'enfant d'un étranger. C'est le docteur Morrison qui s'est assuré que je connaissais la vérité. Ce sont mes collègues de travail qui sont devenus mon système de soutien. J'ai appris qu'être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson. J'ai passé 8 ans à essayer de gagner l'amour de mes parents en les soutenant financièrement, et tout ce que j'ai obtenu, c'est d'être considérée comme acquise. J'ai appris que certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Tous les membres de la famille ne méritent pas une place dans votre vie, et s'éloigner de la toxicité n'est pas cruel. C'est de l'autopréservation. Mon téléphone sonne. C'est un message de Patricia. On dîne chez moi dimanche? Je fais du rôti. Emma peut m'aider à faire des cookies. Je lui réponds par texto, nous serons là. C'est ma famille maintenant. Celle que j'ai choisie. Celle qui m'a choisi en retour. Et mon cœur physique littéral et mon cœur émotionnel, n'a jamais été aussi sain. 6 mois après l'opération, j'ai croisé mon frère dans une épicerie. Il était seul, semblait fatigué et plus vieux que ses 35 ans. Sarah, a-t-il dit, surpris. Marcus. Un silence gênant s'est installé entre nous. Comment va Emma, a-t-il finalement demandé. Elle va très bien. Elle pousse comme de la mauvaise herbe. C'est bien. C'est bien. Une autre pause. Écoute, je sais que tu ne veux pas entendre parler de nous, mais je voulais te dire que je suis désolée. De m'être attribué le mérite d'avoir aidé maman et papa. De ne pas t'avoir défendu. Pour tout ça. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de manipulation ou de manque de sincérité. Je n'en ai trouvé aucun. D'accord, ai-je dit simplement. Est-ce qu'il y a une chance que nous puissions, je ne sais pas, prendre un café de temps en temps? Essayer de reconstruire quelque chose. J'ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Puis j'ai secoué la tête. Je ne pense pas, Marcus. J'ai passé trop d'années à essayer d'avoir des relations avec des gens qui ne m'appréciaient pas. J'en ai fini avec ça. Je construis ma vie avec des gens qui se montrent vraiment. Il acquiesce lentement. Il acquiesce lentement. Je comprends. Pour ce que ça vaut, vivre avec maman et papa m'a ouvert les yeux. Je vois maintenant comment ils t'ont traité. Comment je t'ai traité. Bien, ai-je dit. J'espère que cela t'aidera à être meilleur pour la prochaine personne. Sarah. Je dois y aller. Emma attend dans la voiture avec un ami. Je suis passée devant lui sans me retourner. Certaines personnes méritent une seconde chance. D'autres non. Et je suis enfin d'accord pour faire la différence. En rentrant chez moi ce jour-là. Emma chantant à la radio dans son siège auto, j'ai réalisé quelque chose de profond.
J'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais juste libre. Libéré de l'obligation envers des personnes qui ne s'étaient jamais obligées envers moi. Libéré de l'espoir que les choses changent. Libéré du poids d'essayer constamment de prouver que je valais la peine d'être aimé. Je sais déjà que je vaux la peine d'être aimé. Emma le sait. Patricia le sait. Et la famille que j'ai choisie le sait. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie d'avoir lu mon histoire. Je ne la partage pas par sympathie, mais parce que je sais que je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui ont donné et donné à des membres de leur famille qui ne font que prendre. Qui ont été l'enfant invisible, la déception, celui qui n'est jamais assez. À ces personnes. Je veux que vous sachiez. Vous méritez mieux. Vous méritez des gens qui se montrent à la hauteur. Vous méritez d'être apprécié. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de vous éloigner. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez et si vous avez déjà eu à prendre une décision similaire. Vous n'êtes pas seul.